Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA, Maître Georges David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Aujourd'hui, je vous parle de la SARL et de l'optimisation, des sujets d'optimisation liés à la SARL et liés aux dirigeants. La SARL est un outil aujourd'hui indispensable lorsqu'on veut créer un effet de levier d'optimisation fiscale, aussi bien en termes de rémunération, distribution de dividendes ou même de structuration patrimoniale. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Bon. La SARL, juridiquement, c'est une société à responsabilité limitée, donc c'est obligatoirement ce que un dirigeant d'entreprise va aller chercher, mais il le trouvera aussi dans le cadre d'une SAS. Par contre, il aura plus de souplesse de gestion dans une SARL que dans une SAS. Et puis, on a une distinction extrêmement importante entre la SAS et la SARL, c'est le régime social du dirigeant. Le dirigeant va être soumis à ce qu'on appelle au TNS, au traitement des non-salariés, alors que dans une SAS, il sera considéré quasiment comme un salarié, comme le régime social et fiscal d'un salarié. D'abord, la SRL, c'est avant tout une société à l'IS. Pas obligatoirement une société à l'IS, mais avant tout un outil qu'on va utiliser dans le cadre de l'impôt société. Je vous rappelle que l'impôt société, jusqu'à 42 500 euros, on a une imposition à 15%, puis au-dessus, 25% d'impôt. Sur la SARL, possibilité de prendre une rémunération qui va venir en déduction du résultat imposable ou de prendre des dividendes. Mais qui dit dividende dit obligatoirement bénéfice. Et qui dit bénéfice dit impôt sur les sociétés. Donc il faut bien comprendre que on va avoir un équilibre entre celui qui prend de la rémunération et celui qui prend que du dividende. C'est faux de dire je prends du dividende, je vais uniquement payer 30% d'impôt, euh, la flat tax, et je n'ai pas de charges sociales. Parce qu'avant, il faut considérer que vous allez avoir de l'impôt sur les sociétés. Donc, si vous ne faites que du dividende, vous avez un impôt sur les sociétés, on va dire de 25%, puis après, une flat tax de 30% qui peut passer à 34% avec la contribution sur les revenus. Si vous êtes gérant majoritaire, et c'est ce qu'on va aller chercher dans ce régime-là, bien évidemment, vous allez avoir des charges sociales, au minimum entre 36 et 40%, et puis derrière, de l'impôt sur le revenu par tranche et avec l'abattement de 10%. C'est ce qu'on appelle les rémunérations de l'article 62. Et c'est là où le mécanisme est particulièrement intéressant. Alors, pourquoi on va utiliser la SARL? La SRL, soit vous êtes une jeune entreprise, vous commencez à faire du résultat et votre société est en SARL, soit typiquement vous avez créé une structure qui était en SARL, qui s'est beaucoup développée et vous allez créer une holding. Et dans le mécanisme de création de la holding, votre société dans laquelle vous allez prendre de la rémunération est une SARL avec une gérance majoritaire. On va voir pourquoi tout à l'heure. À l'inverse, votre société d'exploitation, vous allez avoir tendance à la transformer en SAS et nommer votre holding président de la SAS. Donc on a un mécanisme où vous êtes tout en haut, vous êtes rémunéré par le biais de la SAS. Alors je précise que la SARL, pardon, par le biais de la SARL, vous allez être rémunéré. La SARL est un outil extrêmement intéressant de rémunération pour les dirigeants d'entreprise résidents fiscaux français. Si vous êtes non résident fiscal français, on aura tendance à transformer cette société en SAS. Donc, on reprend le raisonnement qui nous intéresse. Vous êtes en SARL, dirigeant, gérant majoritaire. Première question souvent qu'on pose, mais pourquoi je ne fais pas que du dividende? Parce que le dividende, avec la flat tax, il commence à un taux d'imposition de 30%. Et je vous rappelle qu'on a un impôt société avant. Donc généralement, on va aller chercher jusqu'à quel niveau la rémunération de gérance est intéressante. Elle est intéressante parce que
par rapport à la SAS, vous avez des charges sociales inférieures, mais aussi parce que par rapport à une distribution de dividendes, vous allez avoir un coût inférieur en rémunération de gérance. Alors pourquoi un coût inférieur? Parce que vous allez l'utiliser sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Donc ce qu'il faut surtout pas, à mon avis, c'est aller chercher des rémunérations très très importantes en gérance majoritaire. Alors, c'est quoi le point d'inflexion? Le point d'inflexion, il va se situer généralement à 140 000 euros, ce qui ne veut pas dire que pour tout le monde, on va aller jusqu'à 140 000 euros de rémunération de gérance, mais 140 000, c'est là où vous allez perdre l'abattement de 10% au niveau de l'impôt sur le revenu. Et c'est typiquement à partir de là que la distribution de dividendes va être plus intéressante. Néanmoins, ce qu'il faut regarder en détail, c'est quelle est la composition de votre foyer fiscal, quelle est la rémunération de votre conjoint ou conjointe, quel est le nombre d'enfants que vous avez qui sont rattachés à, euh, à votre foyer fiscal. Et lorsque nous, on fait les simulations et on les refait tous les ans, on se rend compte que dans certains cas, pour certains clients, on va leur dire, attention, la distribution de dividendes, c'est intéressant à partir de 80 000 euros, et d'autres, on va avoir tendance à monter jusqu'à 140 000 euros. Pourquoi? Parce que pour une personne célibataire sans enfant, on va être plus proche du 80 000 que du 140 000 euros. Après, la distribution, qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher, et pendant très longtemps, différents conseils avec lesquels je travaille dans des sociétés m'ont dit non, tu te trompes, on va aller chercher de la distribution de dividendes dans le cas du gérant majoritaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a à l'esprit que lorsqu'on fait du dividende, on impose à la flat tax, donc 30%. Mais en moins, il y a une règle qui fait que lorsque vous êtes gérant majoritaire et que votre quote-part de distribution de dividendes est si supérieure à 10% de votre répartition dans le capital social, c'est-à-dire que vous avez par exemple un capital social de 50 000 euros, vous avez 100% du capital. Si vous distribuez plus de 5 000 euros, on va avoir un régime fiscal et social différent. Moins de 10 000 euros, ce sera la flat tax à 30%. Plus de 10 000 euros, vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu à 12,8%. Et vous allez avoir des charges sociales que vous allez déclarer sur votre SARL, mais qui seront en grande partie fiscalement déductibles. Donc là, on commence à se dire, tiens, le mécanisme est quand même hyper compliqué. Alors, je vous rappelle qu'on est en France, donc si on faisait quelque chose de simple, ça se saurait depuis longtemps, fiscalité. Et le sujet, souvent, on me dit, mais attention, tu vas payer des charges sociales. Ça va être relativement lourd pour l'entreprise. Et quelles que soient les simulations que nous faisons, nous arrivons toujours à la même conclusion. Le coût global d'une distribution de dividendes entre quelqu'un qui fait de la flat tax, donc un gérant majoritaire, mais sur une quote-part inférieure à 10% du capital, ou sur quelqu'un qui va avoir cette fameuse distribution avec le paiement de charges sociales sur la société, le coût global va être quasiment identique. Par contre, il y a une différence qui est essentielle à comprendre, c'est que dans un cas, quand vous distribuez 100 et que vous avez une flat tax à 30%, vous avez 70 dans votre poche, tandis que lorsque vous faites dans le deuxième cas une distribution de 100 et qu'on vous retient 12,8, bah, vous avez 87,2% dans votre poche. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que en qualité d'associé, de gérant majoritaire, on va dire quasiment unique, tout en haut, le coût global va être quasiment identique, sauf que vous en aurez beaucoup plus dans votre poche. Donc l'équilibre aujourd'hui sur une optimisation de rémunération passe d'abord et avant tout sur la gérance majoritaire
d'une SARL, contrairement à une SAS, et une répartition de rémunération de gérance majoritaire avec de la distribution de dividendes. Alors c'est extrêmement important parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est quand même ben, basique, c'est plutôt classique, tout le monde le fait. Non, tout le monde ne le fait pas. Et moi, j'ai encore eu à traiter récemment deux restructurations d'entreprises où j'ai des dirigeants d'entreprises qui viennent et je vois qu'ils sont imposés dans des SARL, dans des SAS, pardon, avec un régime social et avec un coût nettement plus important. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Soit la société fonctionne bien et le dirigeant veut optimiser sa rémunération, soit la société, et c'est aujourd'hui le sujet principal que l'on voit nous, rencontre des difficultés et le chef d'entreprise dit, j'aimerais coûter moins cher à ma société sans que ça change totalement mon équilibre personnel. Et donc, on va aller chercher une optimisation, pas pour qu'il en prenne plus dans sa poche, mais pour que le dirigeant d'entreprise puisse coûter moins à sa société dans une période où il y a beaucoup de difficultés pour les petites et moyennes entreprises à faire du chiffre et à faire du résultat. Donc, la structuration par la SRL, c'est quand même un élément extrêmement important. Donc, on reprend nos éléments. SARL à l'impôt société. Enfin, soit vous transformez votre SAS en SARL, soit vous en profitez pour créer une holding, c'est pas très compliqué. Ça n'a pas de coût fiscal, la création d'une holding. Vous allez apporter vos titres à une société qui sera une SARL. Et vous allez être considéré comme gérant majoritaire. Donc, par ce biais-là, on va avoir un panachage entre la rémunération et le dividende que vous allez pouvoir arbitrer tous les ans. Alors, ce que je vous dis, ça ne peut pas et ça ne constitue pas un abus de droit. Ça a été jugé, c'est tout simplement une décision de bonne gestion et un dirigeant peut tout à fait prendre de la rémunération ou distribuer du dividende. Donc, on n'a pas de sujet particulier d'inquiétude sur cela. Par contre, il faut bien faire attention au flux qui pourrait exister entre les sociétés filles, les SAS ou la SAS, et puis votre société holding, la SARL. Là, il y a effectivement beaucoup de contrôle pour comprendre comment ça peut fonctionner. Donc le choix de la SRL, c'est avant tout de pouvoir maîtriser sa fiscalité personnelle, déjà des charges sociales au plus bas, et puis derrière, ça vous permettra aussi, dans un autre cadre, d'aller chercher une transmission d'entreprise, notamment par le pacte du trade. Donc c'est vrai que c'est un outil aujourd'hui indispensable. Je suis toujours surpris lorsque, quasiment une fois par mois, je vois une opération qui arrive chez nous et que le dirigeant est encore en SAS, alors qu'il n'avait pas d'obligation particulière à être dans ce régime-là. Alors, effectivement, il y a des cas un peu particuliers. Lorsqu'on a un fonds d'investissement, si on est salarié, évidemment, on ne peut pas intervenir par le biais d'une SRL. Mais il y a suffisamment de cas qui vont permettre d'optimiser la situation et de se poser la question tous les ans, de se dire, OK, mon foyer fiscal, mon foyer familial évolue, quelle rémunération je vais être amené à prendre? Dernier élément, parce que souvent quand on vient me voir et je dis mais il faut passer en SARL, on me dit non mais attention, j'ai eu des problèmes avec les charges sociales. Oui, mais les charges sociales, ça se dirige, ça s'optimise et ça se comprend. Le sujet de la SRL et de la gérance majoritaire, c'est que vos charges sociales sont calculées sur les bases de N-1 et N-2 au vu d'éléments que vous avez donnés dans votre déclaration d'impôt. Donc, premièrement, il ne faut pas vous tromper dans votre déclaration d'impôt et bien prendre les éléments que vous donne votre expert comptable.
Mais ça signifie que pour quelqu'un qui va rentrer dans un mécanisme de SARL, il va avoir un délai entre 2 et 3 ans avant de rentrer dans un régime de croisière. Et on a quelque chose d'hyper particulier qu'il faut comprendre et qu'il faut expliquer et prévoir, c'est que l'année N, lorsque le dirigeant commence à prendre de la rémunération de gérance, il va quasiment pas avoir de charges et les appels en N+1 et N+2 vont faire qu'il a souvent l'impression de payer plus de 60% de charges parce que tout va venir s'additionner. Donc effectivement, il faut prévoir la montée en puissance et se dire que la trésorerie de l'année N, elle n'est pas là obligatoirement pour partir en distribution de dividendes, mais aussi pour payer les charges sociales afférentes aux rémunérations qui ont été prises et qui sont liées au décalage inhérent à ce mécanisme. Aujourd'hui, on n'a plus le RSI, mais c'est rattaché à l'URSSAF, c'est un peu mieux, mais on va dire, il n'y a pas de changements fondamentaux. Donc, au niveau des charges sociales, il faut quand même faire très attention à ce mécanisme-là. Deuxième élément, et c'est la différence avec la SAS, c'est que le dirigeant majoritaire de SARL, il va faire l'objet d'un prélèvement à la source sur son compte bancaire. Et donc, lorsque nous, on met en place un tel mécanisme, on explique qu'on va intervenir sur le prélèvement à la source. Pourquoi? Parce que si vous n'intervenez pas, vous allez vous rendre compte qu'avec le décalage de l'impôt sur le revenu, au moment où vous allez faire votre déclaration de revenus, ou, allez, 4 mois après, vous allez régulariser entre septembre et décembre vos décalages d'impôt sur le revenu en plus, vous allez aussi avoir votre prélèvement à la source va notoirement augmenter. Donc, si on veut bien faire les choses et bien lisser la situation, dès que vous commencez à dire en majoritaire, il faut déclarer, il faut générer un prélèvement à la source. Voilà ce que je voulais vous expliquer ce matin, les avantages de la SARL pour le dirigeant d'entreprise. En synthèse, la SARL va être utilisée dans le cadre de l'entreprise d'exploitation ou dans le cadre de la holding qui détient plusieurs filles, plusieurs sociétés d'exploitation. Vous allez être gérant majoritaire, vous allez d'abord prendre de la rémunération de gérant en fonction de la suppression de l'abattement jusqu'à 140 000 euros, mais ça peut être plus aussi dans certains cas, et beaucoup moins dans d'autres. Et puis, le complément, bien souvent, on le prend en distribution de dividendes selon le mécanisme du gérant majoritaire, c'est-à-dire en ayant une retenue à la source que de 12,8%. Et dernier point quand même important, c'est que vous avez tout ce que je viens de vous expliquer peut être un peu compliqué, mais on a un nouvel élément qui rentre en considération, c'est la contribution différentielle sur le revenu qui a été instaurée dans la loi de finances pour 2025, qui indique qu'on ne doit pas avoir un taux d'imposition inférieur à 20%. Et c'est vrai que nous, d'ores et déjà, on impacte cela dans notre analyse. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on distribue, dans le cadre de la flat tax, vous payez 30%. Mais en réalité, dans les 30%, vous avez 12,8 d'impôt sur le revenu. Donc cette contribution qui dit que vous devez payer au moins 20, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous met de la rémunération de gérance et qu'on a tendance aujourd'hui à monter un peu plus la rémunération de gérance par rapport aux dividendes pour éviter d'avoir cette taxation à hauteur de 20%. Donc voilà, c'est un vrai sujet euh, au niveau, au niveau de l'évolution. Il faut absolument suivre la fiscalité. Et puis je vais répondre aux deux questions. Alors le blocage psychologique avec la sécurité sociale des indépendants, j'en ai parlé. Je pense que le sujet, il doit être aussi dans le rôle d'explication que fournit l'expert comptable à son client. Moi, j'explique aisément que c'est pas mon travail, mais je sais aller sur un compte URSSAF et aller modifier des données. Et donc, bah, il faut suivre l'évolution de la rémunération. C'est plutôt facile au début et le client le comprend bien.
La difficulté qu'on va avoir, c'est quand on n'a pas une rémunération stable et qu'on va avoir des écarts importants. Là, effectivement, on peut avoir des sujets. Deuxième élément, la question, est-ce que la holding peut être à l'étranger? Alors, dans mon raisonnement, si la holding est à l'étranger, vous n'aurez pas le régime de la SRL, mais surtout, et puis je pense que je ferai bientôt un webinaire sur ce sujet, il n'y a rien de pire que mettre une holding à l'étranger parce que une des conditions qu'on retrouve dans tous les pays de l'OCDE, c'est de pouvoir justifier d'une réalité économique d'une société qui se trouve à l'étranger. Donc la réalité économique, elle passe soit par le fait que le dirigeant vive dans, on va dire, au même endroit que cette société. Si ce n'est pas le cas, il faut un siège social, des salariés et un certain nombre d'obligations. Mais ça, voilà, c'est un autre sujet. Merci d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois.